Hans. Merci d'accepter cette interview avec L2A Concept. Est-ce que tu pourras déjà commencer un petit peu à nous parler de FSD, la Fondation Suisse de Déminage, et qui es-tu dans la fondation? Merci beaucoup, Audrey. Merci de m'avoir invité. Oui, je m'appelle Hans Geberle. Je suis un des fondateurs et actuellement le directeur de FSD, la Fondation Suisse de Déminage. C'est une ONG humanitaire privée que nous avons créée ensemble avec des amis il y a plus que 20 ans et qui est aujourd'hui réellement un opérateur, probablement le seul opérateur de déminage pratique suisse. Ça veut dire que nous avons des équipes de démineurs que nous formons dans les différents pays où nous intervenons, qui enlèvent réellement des mines, des bombes, des munitions non explosées et des restes explosifs de guerre. Et aujourd'hui, est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire dans quel pays vous intervenez? Quels sont les pays dans lesquels vous intervenez de manière vraiment majeure avec FSD? Alors, dans la lutte contre les mines, actuellement, le programme le plus important, c'est l'Irak. Et le programme en Irak, c'est surtout les engins improvisés, les mines artisanales qui ont été faites par Daesh. Ça, c'est vraiment le plus grand programme. Mais nous faisons du déminage et la sensibilisation et l'assistance aux victimes aussi en Afghanistan. Nous avons un projet de lutte contre les mines au sud des Philippines, où il y a une guerre civile larvée au Mindanao. Et nous avons des équipes qui coordonnent des activités de déminage en Colombie et au Tchad. Last but not least, nous sommes aussi présents en Ukraine depuis à peu près 5 ans, de nouveau avec des équipes de démineurs, mais aussi beaucoup avec la sensibilisation pour éviter les accidents avant qu'ils arrivent. Et je pense qu'il y a tout le monde qui se pose cette question. Est-ce que toi, Hans, tu t'es déjà rendu dans ces pays, ou comment ça se passe? Ou tu es vraiment sur l'antenne genevoise ici, ou est-ce que tu voyages? Comment ça se passe en fait pour toi Alors, et le reste de l'équipe? Alors, comment ça fonctionne à FST? Mais nous sommes à Genève seulement une équipe d'à peu près 5-6 personnes. Effectivement, quand il n'y a pas le Covid, nous sommes des grands voyageurs, moi y compris. Moi aussi, je vais dans ces pays où il y a les problèmes de mines pour négocier avec les autorités, pour chercher des accès, pour chercher aussi la sécurité, les garanties pour qu'on puisse intervenir. Mais la plupart aujourd'hui des déplacements est fait par nos responsables opérationnels qui passent en temps normal jusqu'à 50% de leur temps sur le terrain. Et donc, FSD, en fait, tu dis, voilà, il y a 5-6 personnes à Genève, mais si on réunit tous ceux qui sont sur le terrain dans le monde entier, vous êtes beaucoup, j'imagine. Vous êtes combien? Ça varie d'une année à l'autre. Actuellement, nous sommes à peu près 450. 450, et de ces 450, c'est tous des femmes et des hommes que nous avons recrutés et formés par nos soins. Ça veut dire D'accord. le travail de déminage n'est pas réellement, le déminage technique, c'est pas nous à Genève qui le faisons parce qu'il n'y a pas de mine en Suisse. Mais nous allons sur place dans ces différents pays et nous recrutons des formateurs spécialisés que nous envoyons dans ces pays affectés par le fléau de mines. C'est eux qui sélectionnent et recrutent du personnel national et ils les forment à leurs tâches. Alors, toutes les démineurs aujourd'hui et les démineuses sont formés par nos soins. Et le travail de déminage réellement est fait par les gens employés dans le pays à problème. Alors, c'est des Afghans en Afghanistan, c'est des Irakiens en Irak. D'accord, ok. Et j'ai entendu quelque chose, mais évidemment, c'est pas passé dans l'oreille d'une sourde, comme on dit. Tu as dit hommes et femmes dans le milieu du déminage. Est-ce que la femme il y a beaucoup de femmes démineuses? Est-ce qu'on dit démineuses? Alors, ça a beaucoup changé ces derniers 10 ans. Je dirais, il y a 10 ans encore, les femmes démineurs ou les femmes démineuses étaient l'exception. Mais ça a beaucoup changé ces dernières années. Par exemple, en Irak, beaucoup de nos démineurs sont des femmes, effectivement, et ils font un travail à la hauteur de ceux des hommes. En Ukraine, même chose, il y a une très grande partie de notre personnel technique et du personnel même du management aujourd'hui qui sont des femmes. Alors là, il y a un équilibre homme-femme qui est en train de s'installer, mais très, très récemment, uniquement ces derniers, je dirais 4-5 années. Là, le monde est en train de changer vers le positif. Et aujourd'hui,
comme je dis, les postes à responsabilité, même les postes très techniques aujourd'hui, il y a un grand nombre de femmes qui font ces activités et qui montrent tout à fait qu'elles sont à la hauteur. Et donc, par exemple, une femme, spontanément, elle peut écrire à FSD en disant, voilà, je serais intéressée de faire ce travail-là. Comment ça se passe, en fait, de Alors, manière générale? oui, c'est tout à fait. Disons, une femme, si une femme genevoise souhaite devenir démineur, ça c'est peut-être, ça serait l'exception à la règle. Mais dans les pays où nous sommes, disons par exemple en Irak, nous faisons des appels publics pour voir qui sont les personnes intéressées par une formation de démineur. On pourrait s'attendre à ce que ce soit difficile de trouver des gens qui veulent faire ce métier, mais dans ces pays dévastés par la guerre, où un très grand nombre de personnes sont au chômage, où il y a la crise économique, en fait, ces postes sont extrêmement convoités. Et il n'est pas rare que pour un poste à prévoir, que nous avons une cinquantaine ou une centaine de personnes qui font des applications pour devenir des mineurs à FST. Alors, il y a une sélection qui se fait, mais encore une fois, la sélection se fait beaucoup plus selon des critères de est-ce que c'est une personne calme, est-ce que c'est quelqu'un qui est disponible, l'intégration dans l'équipe, etc. Mais ça peut être homme ou femme. Et point de vue formation, il y a aussi des gens de tous les backgrounds qui travaillent chez nous de ce métier. Il y a des ingénieurs, il y a même exceptionnellement des médecins, mais il y a des femmes qui étaient auparavant profs d'école, par exemple, ça on le trouve très souvent, et qui sont prêts à faire ce travail. Et ainsi aussi, elles arrivent, les hommes et les femmes, surtout à subvenir aux besoins de leur famille. Parce qu'il ne faut jamais oublier, si on recrute quelqu'un dans ces pays dévastés par la guerre, il y a tout l'avenir d'une famille qui en dépend, et peut-être même d'une famille très étendue. Et le déminage, c'est généralement un métier, au moins chez nous, qui est très correctement payé, bien payé selon les standards du pays. Et ça permet pas seulement justement d'enlever les mines, mais ça permet aussi à aider au redémarrage économique du pays. Alors ça, c'est mon petit chien, Bidule, et je l'interview si tu voudrais qu'on refasse cette On va partie. le laisser. Ah, Ça montre clairement que l'image derrière moi, qui est le bureau de la FST, est un réel image, mais c'est une image, c'est pas la réalité. En réalité, à cause du Covid, je suis à la maison et mon chien est avec moi. on l'entend en tout cas, très mignon, c'est très très drôle. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé de, parce que là, clairement, FSD propose donc effectivement des emplois. C'est quand même Ouais. un espoir en fait dans certains pays en difficulté. Donc il y a aussi clairement une part aussi de réinsertion. J'ai entendu dire réinsertion tout à l'heure. Donc quelle fonction a FSD dans la réinsertion, dans la vie des gens dans ces pays-là? Alors, il y a deux aspects sur la réinsertion. Une réinsertion, c'est souvent que lors du recrutement du personnel pour le déminage, en fait, parmi les gens qu'on recrute, il y a très souvent des ex-militaires ou des ex-combattants, ça Mhm. dépend des pays, qui veulent cesser à faire la guerre ou qui ont cessé, mais qui ont besoin d'un métier pour subvenir à leurs besoins. Alors ça, c'est une manière de faire de la réinsertion, c'est de faire d'anciens soldats ou d'anciens combattants, d'en faire des démineurs. Et parfois ça marche et parfois c'est plus difficile. Mais pour nous, la réinsertion socio-économique s'applique beaucoup plus encore aux victimes de mines. Parce que là, il y a un aspect très particulier. S'il y a des gens qui ont survécu à un accident de mine, c'est normalement des gens qui ont été profondément blessés, physiquement blessés. Ils ont peut-être perdu un bras, une jambe, peut-être perdu la vue. Très souvent, c'est des personnes qui sont handicapées à vie après ces accidents, pour autant qu'ils survivent. Et dans ces pays affectés par la guerre, où la vie est dure, si quelqu'un ne sait pas travailler physiquement, souvent il devient, ou elle devient une charge pour la famille. Et dans des pays très pauvres, par exemple en Afghanistan, où nous travaillons dans des régions extrêmement reculées, dans le Badakhshan, qui a beaucoup de mines, c'est les villageois qui ont des accidents de mines et ceux qui survivent après, mais ils peuvent plus travailler, ils peuvent plus aller sur le champ et faire un travail physique dur. Et là, nous avons, notamment au Badakhshan, nous avons un grand programme de réinsertion économique de ces victimes de mines où on essaie de leur apprendre soit un nouveau métier, réparer des bicyclettes ou faire des fabrications, des choses physiquement qui sont dans les possibilités. Et en Afghanistan aussi, parfois, nous aidons des petits commerçants ou des petits hommes d'affaires à redémarrer quelque chose de simple pour subvenir aux besoins de leur famille.
Et là, il y a le fameux exemple en Afghanistan qui a été déjà publié de Rahmi Ali, une victime de mine, père de famille qui a une jambe amputée et qui était cloîtré à la maison, incapable de subvenir aux besoins de sa famille. Et il avait déjà un peu l'expérience de l'apiculture et FST lui a acheté une douzaine de ruches et aujourd'hui c'est un important producteur de miel en Afghanistan qui est tout fier de pouvoir de nouveau participer aux activités économiques du pays et subvenir aux besoins de sa famille. Et puis, évidemment, ben, quand on entend Fondation suisse de déminage, il n'y a pas le mot réinsertion, mais il n'y a pas le mot non plus environnement, parce que j'ai vu aussi que vous interveniez d'un point de vue environnemental. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Tout à fait. En fait, FST historiquement était une organisation de déminage humanitaire et encore aujourd'hui, ceci constitue le métier de base de ce que nous faisons. Mais les temps ont changé et les démineurs ou les programmes de déminage que nous avons, très souvent, nous constatons, surtout dans les régions très reculées, où il n'y a pas d'autres ONG qui interviennent, qu'il y a des fois beaucoup d'autres besoins qui ne sont pas couverts, que personne s'en occupe. Et il nous arrive, surtout dans des pays comme le Tadjikistan, par exemple, tu parlais de l'environnement au Tadjikistan, nous sommes actifs depuis plus que 20 ans, qu'aujourd'hui nous jouissons d'un grand crédit auprès des autorités qui nous ont fait confiance pour faire du déminage et qui nous, par exemple au Tadjikistan, qui nous a approchés pour d'autres problèmes dont personne ne veut s'en occuper. Et le premier problème de ce type, c'était il y a à peu près 6-7 ans, où le gouvernement du Tadjikistan a demandé si on était prêt à intervenir sur des sites radioactifs, en fait, des anciens sites de production d'uranium qui a été utilisé pour les bombes nucléaires de l'ex-Union soviétique, si on était prêt à faire quelque chose pour que la population qui vivait jusque quasiment dans le même périmètre n'ait pas de risque. C'est par là où nous avons tout d'abord fait un premier programme de sensibilisation auprès de la population. Nous avons sécurisé tout le site, construit un mur autour et faire des choses comme ça. Mais depuis, les autorités au Tadjikistan nous ont demandé aussi de regarder de près le problème des pesticides enfouis. En fait, c'est un problème très sournois, mais depuis l'interdiction du DDT, qui était une substance de pesticide très efficace mais extrêmement toxique, il y a à peu près 20 ans, depuis cette interdiction, on a vu que dans pas mal de pays, dans le Tadjikistan, des milliers de tonnes de ce pesticide ont été tout simplement enfouis dans le sol. On a creusé des grands trous, on a mis tous les pesticides dedans, qu'on ne voulait plus utiliser. On a mis une couche de terre et on a dit, voilà, ce problème est réglé, ces pesticides dangereux, ils sont loin. Et là, disons 20 ans, 30 ans plus tard, on se rend compte que ça pose des problèmes énormes parce que ces substances, ils s'infiltrent dans la nappe phréatique. Ils vont des fois dans la chaîne alimentaire, ils montent dans les plantes. Et finalement, les animaux qui consomment de l'herbe, qui broutent de l'herbe, qui poussent sur un champ où en dessous il y a des pesticides, ils sont souvent contaminés et ça pose un problème de santé publique énorme dans certaines régions, surtout en ex-Union soviétique, parfois aussi en Afrique. Nous le rencontrons, ce problème, surtout au Tadjikistan. Et de nouveau, parce que c'est un problème sournois, un peu comme les mines, on voit que c'est dangereux, mais on ne voit pas exactement où sont ces problèmes et on ne voit pas tellement comment réduire le risque autour de ça. Nous nous sommes dit, mais c'est un petit peu un problème similaire à ceux des mines et nous avons commencé à travailler avec des experts dans le domaine depuis plusieurs années et nous avons, par exemple, décontaminé des villages entiers de ces pesticides enfouis, mais nous travaillons aussi sur le stockage intérimaire de ces tonnes de pesticides qu'on a enlevés maintenant de l'endroit proche des villages, mais dont on ne sait pas quoi faire parce que c'est pas facile de les détruire. On ne peut pas les mettre à la poubelle. On ne peut pas les détruire réellement. Et nous sommes aussi en train maintenant au Tadjikistan de faire de la phytorémédiation. C'est un grand mot, mais c'est-à-dire planter des arbres qui absorbent des substances toxiques dans le sol pour à terme décontaminer le sol. Et Oh, mais nous c'est avons même génial. des plans, ouais, mais nous avons même des plans de peut-être à terme aider à construire une usine qui puisse traiter ces déchets toxiques d'une manière à ce qu'ils fassent plus mal, qu'ils posent plus un problème à la population. Alors oui, FST a aussi des volets environnementaux. À première vue, ça peut surprendre, mais si on voit la nature du danger, des choses enfouies dans le sol, où on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas exactement comment faire, alors ça avoisine techniquement un petit peu au problème des mines.
Bah, c'est un sujet qui est très actuel, hein. On en parle beaucoup, même en Europe, notamment dans le sud de l'Italie, et en France. Donc, je pense que c'est d'un point de vue mondial, c'est une cause et un sujet qui est très, très important. Ma prochaine question, elle concerne en fait, FSD et le soutien qu'il y a autour. Pourquoi aujourd'hui quelqu'un devrait, soutenir FSD plutôt une autre ONG? Pourquoi? Qu'est-ce que tu mettrais en avant en premier? Pourquoi? Alors, tout d'abord, je ne voudrais pas qu'on soutienne FST à l'encontre d'une autre ONG parce qu'il y a beaucoup de problèmes à régler sur ce monde et il y a beaucoup d'ONG qui ont des activités extrêmement importantes qui méritent absolument le soutien de la population. Ce qui est particulier avec FST, c'est que nous sommes plutôt parmi les ONG qui font la même chose comme FST sont relativement rares. En Suisse, il y en a pas d'autres. Et le déminage ou le problème des mines, des munitions non explosées, est un problème qui perdure et qui est d'une très grande actualité dans à peu près une centaine de pays du monde. C'est uniquement que aujourd'hui, dans les médias, ce n'est plus un sujet qui est aussi porteur comme le changement climatique ou le Covid ou les problèmes de migration. Ça veut dire, c'est souvent, il y a d'autres sujets qui prennent la priorité, mais en réalité, c'est un fléau, ces munitions non explosées, les mines, c'est un fléau qui affecte des milliers, je dirais des centaines de milliers de personnes dans le monde et qui leur rendent la vie impossible. Et pour moi, c'est une question plutôt de solidarité avec ces gens moins chanceux qui n'ont pas été, qui sont pas nés en Suisse ou qui habitent pas en Suisse et qui habitent pas à Genève, mais qui sont, je dirais malheureusement, où leur environnement est un environnement dangereux, touché par la guerre et qui ont une vie dure et difficile. Et il s'agit quand même, comme acte de solidarité, de soutenir ces gens aussi. Alors, pour faire son travail, FST a besoin du soutien, pas seulement des États, nous avons des soutiens de certains gouvernements, mais on a besoin aussi des soutiens des entreprises, le soutien des privés. C'est un effort qui est qu'on peut uniquement mener s'il y a vraiment un très large soutien et si la population comprend à quoi ça sert et pourquoi c'est important. Alors, moi, je dirais oui, je pense que c'est très important de soutenir FST parce qu'on s'attaque à un problème de fond qui rend souvent le développement économique, la reconstruction après la paix, qui rend ça impossible s'il n'y a pas du déminage. N'oublions pas, le déminage, il y a la guerre, il y a la paix. Mais après la paix, qu'est-ce qu'on fait? On veut reconstruire, d'accord. On va sur place, on ne peut rien faire parce qu'il y a des mines. Alors, c'est tout d'abord qu'il faut déminer. Si on ne démine pas, on ne peut pas reconstruire les pays après la guerre. Et c'est pour ça, je pense qu'il est important de soutenir des organisations comme la nôtre. Justement, hein, la question est la suivante, elle va avec, c'est combien de temps il faudra ou est-ce qu'un jour ce sera possible de vraiment tout déminer, de pouvoir tout arrêter, clôturer, déminer complètement ou est-ce que ce sera jamais possible? Alors, pour dire simple, non, cette journée, on ne peut pas prévoir une telle journée. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des guerres. Et pour autant qu'il y ait des guerres, il y a toujours des restes explosifs de guerre qui sont produits. Mais il ne faut pas être défaitiste et négatif. En fait, si on regarde le problème de ces pollutions avec les mines, il faut quand même bien nuancer. Il y a certaines régions qui sont primordiales pour les hommes pour pouvoir y aller, où il faut absolument déminer. Je dis l'accès à l'eau, la liaison entre deux villages, autour des écoles, les terrains agricoles afin que les paysans puissent de nouveau travailler, les zones où on veut développer urbainement, faire des infrastructures. Là, c'est indispensable. Et ces zones-là, heureusement, je pense, avec quelques années d'efforts après une guerre, on peut les nettoyer. Après, il reste beaucoup de zones qui sont moins prioritaires, où, ouais, ils sont pollués, mais qui ont peut-être un peu moins d'impact pour l'activité humaine. Il y a des fois des régions très éloignées dans les montagnes où personne n'habite quand même qui sont minées. Alors, ça serait super de pouvoir les déminer aussi, mais justement, est-ce qu'on peut tout déminer d'un coup? Mais si les ressources sont limitées, il faut se concentrer. Et la manière comme on fait du déminage aujourd'hui, c'est tout d'abord on fait la prévention, après on fait des évaluations, après on fait une très grande priorisation pour dire quels sont les endroits qui ont le plus d'impact sur l'activité humaine. Et c'est sur cela qu'on se concentre, surtout avec les ressources d'une organisation, je dirais, d'une ONG internationale comme FST. Parce que si FST va dans un pays, elle ne va pas rester 100 ans dans ce pays.
Elle va rester 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, pour autant qu'il y ait du financement. Mais à un moment donné, FST va se retirer et le problème des mines va rester. Et c'est pour ça que nous créons toujours avec l'optique de créer des capacités nationales, ça veut dire former des gens sur place, avec l'idée que le moment où FST parte, qu'il y a des organisations nationales qui ont appris de nous comment faire le travail, qui puissent faire ce travail dans la durée, et après peut-être qui peuvent viser à déminer complètement les pays. Mais déminer complètement un pays, souvent ça se calcule en décennies, ça ne se calcule pas en années. Alors encore une fois, déminage humanitaire, c'est extrêmement important pour toutes les zones qui sont vraiment prioritaires. Ça, c'est la grande priorité. Mais ça, c'est peut-être 10% de toutes les zones qui sont touchées par les mines. Et après, le reste, ben, on le fera avec la durée en fonction des moyens disponibles et surtout en fonction aussi des moyens que ces pays affectés par ce fléau sont prêts à y mettre. Et quel est le prochain gros projet FSD? Alors pour FST, depuis, je dirais, 3-4 ans, avec tous les moyens, nous essayons de nous rendre utiles en Syrie et au Yémen. Ça, c'est pour nous vraiment les grands projets à venir. Et nous avons fait des multiples offres aux autorités des pays, aux Nations Unies, à tout le monde qui a une influence dans ces zones qui sont ravagées par la guerre. Nous serons prêts à y aller demain. Nous avons peut-être probablement, nous trouverons probablement des financements pour une action, mais pour l'instant, la situation n'est pas encore mûre. Ça ne sert à rien de faire du déminage humanitaire si le lendemain, il y a de nouveau la guerre qui passe par là et tout est de nouveau miné. En fait, la déminage humanitaire fait vraiment du sens quand les combats cessent. Sinon, on a le risque qu'on dépense des millions et un très grand effort et 3 semaines plus tard, il y a la guerre qui passe par là et tout est de nouveau pollué. Alors, il faut vraiment qu'il y ait la guerre dans une région, peut-être pas tous les pays, dans une région qui a cessé. Et que les autres, que tous ceux qui ont le pouvoir local, je dis tous ceux qui ont le pouvoir, espérons que c'est le gouvernement, peut-être c'est pas le gouvernement, c'est d'autres personnes, ou c'est de multiples acteurs militaires ou autres, qui soient d'accord pour qu'il y ait du déminage humanitaire. Il faut que tous ces comptes et que notre sécurité soit garantie. Je veux dire qu'on veuille, nous sommes pas nos démineurs ne sont pas armés, ce pas des soldats, ils ne sont pas là pour le combat. Alors il faut qu'ils aient des conditions de travail où leur vie n'est pas en danger à cause des faits de guerre. C'est déjà suffisamment dangereux d'enlever des mines, mais il ne faut pas encore qu'on leur tire dessus. Alors il faut que tous ces facteurs soient réunis et que ces pays soient d'accord pour FST vienne et tous les acteurs soient d'accord pour qu'on fasse ce travail. Et voilà, un très long travail de négociation. Et pour l'instant encore, ni en Somalie, ni en Somalie, c'est un autre pays, mais ni au Yémen, ni en Somalie, ni en Syrie, ni en Libye, actuellement, les conditions sont réunies. Ça, c'est peut-être les 4-5 pays qui nous intéressent le plus. Mais je dirais sur notre liste, vraiment avec mon priorité, c'est Yémen et Syrie. J'ai encore une question que je pense que tout le monde se pose, parce qu'il y a la réalité et la fiction, bien sûr. On voit beaucoup en fait de chiens et d'animaux qui interviennent dans le déminage. Est-ce que c'est aussi le cas avec FSD ou c'est essentiellement le rapport humain? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des chiens, des rats, des souris? Bref. Alors, je dirais tout d'abord, le déminage sans le démineur, ça n'existe pas encore. Alors, il n'y a ni un chien qui peut déminer, ni une machine qui peut déminer. Il n'y a que le démineur qui peut déminer. Mais le démineur peut être beaucoup plus efficace s'il utilise des outils, s'il a différentes possibilités dans sa caisse à outils. Et parmi ces outils, c'est par exemple des machines mécanisées, des procédés comme ça, mais aussi les chiens. Les chiens, les démineurs aiment bien de travailler avec les chiens évidemment spécialisés, formés à cet effet, parce que les chiens reniflent très très bien les substances explosives. Ils peuvent être extrêmement fiables. Alors avec un chien va s'entraîner, va s'arrêter s'il y a une trace d'explosif qui est dans le sol. Il sent quelque chose. Maintenant, beaucoup de gens pensent que la manière comme on utilise le chien dans le déminage humanitaire, c'est je dis, cherche et après, il va trouver une mine et après, on l'enlève. Mais ce n'est pas du tout comme ça, parce qu'imaginez-vous, s'il y a un champ de mine et un chien passe, mais le chien, il va sauter sur la mine. Et on n'a plus de chien. Alors, on n'envoie pas les chiens pour chercher des mines à l'aveugle sur un champ de mine. C'est beaucoup trop dangereux. Et pourquoi on fera ça? En fait, les chiens sont utilisés différemment. Les chiens sont utilisés surtout pour le contrôle qualité.
Ça veut dire quand les démineurs ont déminé un champ, et selon les démineurs, selon le procédé qu'ils ont utilisé, les détecteurs de métal et autres, il n'y a plus de mine. Bon, pour vraiment avoir le cœur net, on passe avec des chiens de déminage après pour voir s'il y a encore des traces d'explosifs dans le sol. Alors, c'est un champ où il n'y a plus de mine, mais peut-être il y a quelque chose, on n'est pas. Alors, on veut être vraiment sûr. C'est là où on passe avec les chiens. Et dans ce cas, les chiens sont extrêmement efficaces parce qu'ils peuvent nous aider à pas faire le travail. Maintenant, est-ce que FST utilise systématiquement des chiens? Non, pas systématiquement. Dans certains pays, nous les utilisons. À un certain moment, nous avons même eu des centres de chiens et avec nous-mêmes, nous avons entraîné des chiens de déminage. Maintenant, nous ne les utilisons pas dans tous les pays parce que des chiens de déminage, contre toute attente, sont extrêmement chers. Utiliser un chien de déminage est très cher. Il faut les former pendant 6 mois, 9 mois, 12 mois et il faut former un humain avec le chien, parce que le chien seul ne peut rien faire. Il faut le dog handler qui est avec lui. Ce qui veut dire un chien, pour déployer un chien, il faut avoir le chien. Alors, s'il faut l'acheter, un chien coûte 10-15 000 euros, un chien de déminage. Il faut un spécialiste de déminage qui est utilisé avec ce chien. Et après, une fois sur place, il faut des services vétérinaires, il faut une nourriture spéciale pour que le chien soit performant, etc. Ça veut dire le déploiement de chiens de déminage dans un programme de déminage est quelque chose de relativement cher. Mais les chiens, aujourd'hui, c'est un outil standard. Dans beaucoup d'actions de déminage, on utilise les chiens et ça fonctionne très bien. Maintenant, on utilise très souvent dans les médias, on colporte d'autres animaux qui sont très bien qui ont un odorat extrêmement poussé, comme par exemple les abeilles. Il y a des universités en Croatie qui font des tests. Wow. Les abeilles sont extrêmement performants pour identifier des explosifs. Ils les sentent et ils réagissent d'une certaine manière. Il y a une organisation de déminage qui travaille avec des rats, un genre de grands rats qui mettent dans des harnais. Alors, il y a d'autres animaux, ce n'est pas seulement le chien qui peut faire le travail. Le problème, c'est pas que les abeilles ou les rats ne soient pas performants pour l'odorat. Le problème, c'est comment on gère ces animaux. Autrement dit, si vous avez 1000 abeilles qui circulent autour d'un champ et qui s'agitent, comment vous voulez interpréter ce que les abeilles vont vous dire et comment vous allez les guider sur le champ de mine pour en Ouais, tirer des informations. Alors, de manière, il y a des modèles qui fonctionnent, comme par exemple une université en Croatie. Elle utilise ces abeilles sur des champs de mine, où ils se déplacent, et ils utilisent les drones en même temps qui filment les abeilles pour voir ce qu'ils font. Et par la suite, ils analysent les images par l'intelligence artificielle pour identifier qu'est-ce que les abeilles voulaient bien dire. C'est-à-dire sur le plan technologique, super intéressant, sur le plan économique. Ben pas non, tellement. c'est pas comme ça qu'on va rendre le déminage moins cher. Et avec les rats, il y a aussi, ils sont efficaces, mais un rat, si on laisse un rat libre sur un champ de mine, qu'est-ce qu'il va faire? Tout doux, on ne le voit plus, il est parti. Alors il faut leur mettre des harnais. Et pour être sûr qu'ils passent au centre qu'on veut, il faut tirer des lignes avec des câbles pour qu'ils peuvent ils restent sur leur ligne et ils suivent cette ligne-là. Alors, d'accord, très bien, mais ça veut dire que c'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup de supervision, et c'est pour ça aujourd'hui les chiens, les rats, les abeilles et les autres animaux ne sont pas généralement admis pour le déminage. C'est plutôt des utilisations expérimentales. Ça veut pas dire que ça fonctionne pas. Ça veut uniquement dire aujourd'hui c'est pas encore reconnus comme des outils efficaces pour rendre le travail de déminage acceptable aux yeux des opérateurs. Mais les chiens le sont et les chiens sont utilisés universellement. Pas dans toutes les opérations, mais très souvent. Et pour terminer, Hans, cette interview, on a beaucoup de plaisir en fait à entendre toutes ces informations. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur la partie environnementale, parce que c'est quand même un sujet qui nous touche et qui nous concerne tous. La réinsertion aussi également auprès des gens, des personnes qui ont été traumatisées par la guerre et par toutes les conséquences de ces guerres. Si aujourd'hui on veut donner un petit coup de pouce, participer, faire un don, on va sur le site internet de FSD, comment ça se passe? Est-ce qu'on t'envoie un mail? Comment ça se passe? Alors, effectivement, faire un don à la FSD est simple. Nous avons un nouveau site web, fsd.ch. Et là, il y a un bouton don et on peut cliquer dessus. Et après, il y a un petit formulaire où on peut payer par carte bancaire ou par transfert ou par PayPal ou par
tout ce qu'on veut. Alors, c'est très simple de faire un don, il suffit d'aller sur le site web. Maintenant, il y a des gens, des fois, qui nous disent on ne veut pas aller avec ces moyens de paiement électronique. On peut demander chez nous un bulletin de versement ou on peut faire un transfert bancaire. Évidemment, c'est possible aussi. Écoute, merci beaucoup Hans pour toutes ces explications et puis au plaisir de t'avoir une prochaine fois dans une autre thématique ou un autre sujet. Merci beaucoup. Merci à toi, Audrey, et merci de m'avoir invité.